Maxi. J'aimerais vous dire que ça ne va pas durer, mais non, et au contraire, samedi sera la journée la plus caniculaire, 40 à 41 degrés pour les Maxi, 23 degrés pour les Mini. Bonne soirée, portez-vous bien. Retrouvez la météo de votre région sur france3.fr. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20, l'information régionale suivie de l'édition nationale. Dans les Alpes, la canicule prend ses quartiers, un calvaire pour les professionnels exposés au soleil et notamment les ouvriers du bâtiment obligés de tenir la cadence afin de respecter l'avancée des chantiers. La marche des Notaves, ils sont partis ce matin de Chimilin en Isère pour rejoindre le Val de Suse en Italie. Un périple de 15 jours pour ses opposants farouches au projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin. Et puis Lorient s'est invité au festival Jazz à Vienne. La chanteuse égyptienne Natacha Atlas et le trompettiste franco-libanais Ibrahim Malouf. Un métissage musical qui a enchanté les arènes de Vienne hier soir. Carole Gessler prendra le relais à 19h30 pour l'édition nationale et deux principaux titres. Le compte à rebours est lancé. À minuit, la Grèce sera placée en défaut de paiement si elle ne paie pas sa dette au FMI. Athènes fait de nouvelles propositions à l'Europe et se dit toujours ouverte à la négociation. Et puis l'hommage à une figure politique, Charles Pasqua, décédé à l'âge de 88 ans. Ce gaulliste et résistant de la première heure était aussi un personnage controversé, cité dans de nombreuses affaires politico-judiciaires. Alors que la canicule s'installe sur nos 3 départements, certaines professions sont plus exposées que d'autres aux fortes chaleurs. Pas de climatisation chez les boulangers, sur les chantiers ou pour ceux qui travaillent la terre. Petit tour d'horizon des forçats de la canicule dans notre région. Jean-Christophe Pain, Dominique Semet. Reportage en hommage aux braves qui trouvent le courage chaque matin d'aller au turbin. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il brûle, canicule. 6 h du matin, là on fait jusqu'à 13 h. C'est l'été, on n'en peut plus. À 13 h, t'es obligé de t'arrêter. Ouais, c'est ça. On est obligé. Le chef, il est parti arroser, lui. Mais bon, il travaillait aussi au soleil. Ah, quand même. Ah ouais, pas de problème. Ludo, lui, a commencé sa journée dès 3h30 ce matin. À la fraîche, me direz-vous? Point du tout. Dans le fournil, il faisait 43 degrés. Vous n'avez pas de précautions particulières, vous? Non, après on a une tenue de travail qui est obligatoire, donc avec pantalons de sécurité, tout ça, donc on est obligé de faire avec. Et Ludo a travaillé jusque tard cet après-midi pour cause de commandes à honorer. Sur les chantiers, en plein cagnard, c'est encore pire. Le rendement chute pendant les grosses chaleurs. Un vrai casse-tête pour Romain, le chef de chantier. Moi je sais que je force quasiment les ouvriers à aller boire une fois toutes les demi-heures, des trucs comme ça. Parce qu'il y a tout un tas d'opérations que vous êtes obligé de faire, de toute façon, qu'il fasse chaud ou pas. Ah bah ce qu'il y a, c'est que nous, il faut qu'on avance quand même. Faut qu'on avance quand même, donc à 7 h le matin, quand on commence, ça va. Mais après l'après-midi, la matinée, on arrive à s'en sortir, mais l'après-midi, on bosse jusqu'à 17 h. C'est dur, Et on refait du béton qui retape dessus, tout. Non, c'est pas évident du tout. Quand on prépare des dalles, c'est rempli de ferraille, tout, donc ça brûle, ça... Ouais, c'est compliqué. Mais Romain n'a pas le choix, des délais à respecter sous peine d'indemnité. L'été sera chaud sur les chantiers. Les grosses chaleurs qui vont de pair avec la pollution de l'air. En Isère, le niveau d'information a été activé sur les routes départementales du bassin grenoblois, du Nord Isère et du bassin lyonnais. Retrouvez toutes les cartes et toutes les précautions à prendre sur notre site alpes.france3.fr. Nouvelle manifestation des Notaves, alors que l'Union européenne a confirmé hier le financement du projet à hauteur de 40%. Les opposants à la ligne grande vitesse Lyon-Turin entamaient ce matin une marche de 15 jours pour relier Chimilin en Isère au Val de Suse en Italie. Joël Serroni, Dominique Bourget. Petit déjeuner obligatoire avant d'engager la grande marche qui amènera les manifestants dans le Val de Suse. Le chemin sera long, il traversera les villages qui se situent sur le tracé du Lyon-Turin. Le premier d'entre eux, point de rendez-vous ce matin, Chimilin en Isère. Madame le maire s'intéresse de près à la question du Lyon-Turin. Elle participera à la marche des Notaves.
La commune a toujours été hostile au projet depuis le début. Je dis au projet au pluriel, puisqu'on a eu un projet de voyageurs en 1992. Ensuite, le projet fret depuis 2004, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est des projets qui nous paraissent inadaptés, démesurés, même si, en ce qui concerne le fret, nous sommes tous d'accord pour que les camions de transit passent sur les trains. Pour cette première étape de 15 km qui reliera Vurel-de-Montbel, lieu du bivouac de ce soir, une centaine de participants. Comme Madame le maire, il s'oppose à ce projet qu'il juge pharaonique et inutile. Plus je vais chercher les informations sur ce projet, plus je dis, ben voilà, c'est mes adversaires à qui profite. Ce n'est pas un projet inutile, il est utile pour les actionnaires, tous les gens qui ont des logiques, on fasse travailler les petits Chinois le moins cher possible, comme ça on met les gens ici au chômage, etc. C'est tout un monde. Cette marche sera aussi un lieu d'échange et de débat, chaque soir, dans chaque campement, tout au long du parcours. Arrivée prévue dans 15 jours à Venaos, en Italie. Yacine Sali sera jugé pour acte terroriste prémédité. Le procureur de la République n'a pas retenu le différend personnel évoqué par le responsable de l'attentat et du meurtre de Saint-Quentin-Fallavier lors de sa garde à vue. Il a affirmé que l'action de Yacine Sali correspondait au mot d'ordre du groupe État islamique. Sylvie Bosquero. Malgré les déclarations de Yacine Sali qui attribue à ses actes des motivations personnelles, la nature terroriste de l'attentat de vendredi ne fait pas de doute. C'est ce qu'a confirmé ce matin le procureur de Paris, se fondant d'abord sur les éléments de mise en scène de l'attentat. La décapitation, la mise en scène macabre, la volonté de provoquer une explosion au sein d'un site sensible, l'envoi des clichés, comme la présentation d'un trophée de son crime à un correspondant se trouvant en Syrie. Tout cela provoque bien sûr un effet de sidération qui, à l'évidence, trouble gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur. Autre point important désormais établi par l'enquête, le lien avec l'organisation État islamique, grâce à la découverte de relations régulières entretenues par Yacine Sali avec un certain Sébastien Younes, français parti en Syrie et destinataire des 2 clichés macabres envoyés par Sali. Lors d'une perquisition réalisée dans l'entourage de Sébastien Younes, les enquêteurs ont découvert un téléphone avec lequel ses proches le contactaient en Syrie. L'exploitation de ce téléphone a permis de mettre à jour une discussion, toujours via l'application WhatsApp, le vendredi 26 juin dans la soirée, conversation au cours de laquelle Sébastien Younes indiquait très bien connaître Yacine et affirmait, je cite, « être une des causes pour lesquelles il a fait ça ». Il disait enfin avoir reçu les 2 clichés et avoir demandé l'autorisation à l'organisation terroriste État islamique de les diffuser. Yacine Sali, dont le parquet a requis la mise en examen, devrait être présenté à un juge d'instruction dans les heures qui viennent et placé en détention provisoire. En Isère, une anomalie radiologique de niveau 1 est survenue il y a une semaine à l'Institut de recherche Laon-Langevin de Grenoble, en cause d'une erreur de manipulation de la part d'un opérateur qui s'est exposé aux radiations sans risque grave, selon l'Institut. Et puis les suites de l'affaire Luc Pouvin, ce jeune homme tué par balle, à Saint-Martin-d'Air, le 20 juin dernier. 2 jeunes garçons de 16 et 18 ans se sont présentés hier matin à l'hôtel de police de Grenoble sur les conseils d'un avocat. Lors de leur garde à vue, ils ont reconnu avoir tiré. Ils seront déférés demain matin devant un juge. En Haute-Savoie, les salariés de la compagnie alpine d'aluminium, plus connue sous le nom historique des Forges de Cran, se battent pour sauver leur entreprise. Ils se mobilisent pour un projet de reprise en SCOP qui permettrait de sauvegarder 80 emplois sur les 110 que compte actuellement la société. Leur objectif aujourd'hui, convaincre les financeurs. Ingrid Pernet-Duparc, Serge Vorette. Guy est opérateur de fabrication, 30 ans de métier dans la fonderie. Il fait partie de ceux qui ont écrit un petit bout de l'histoire industrielle. Et cela fait 250 ans que cela dure. On est passé dans différentes sociétés, mais quand on parle toujours des Forges de Cran. Forges de Cran, c'est connu de très loin. Des générations entières ont travaillé aux Forges de Cran. Tout un symbole quand l'aluminium au Savoyard fournit Tefal, mais aussi quand l'industrie devenue compagnie alpine d'aluminium se retrouve en redressement judiciaire. Le seul moyen, j'allais dire, de remonter l'entreprise, c'est de le faire par les salariés eux-mêmes, avec l'aide des fonds coopératifs. Donc il faut être clair que par rapport aux besoins de financement dont on a besoin, sans les fonds coopératifs, on ne peut pas lever les fonds. Donc la première couche, c'est les salariés qui s'engagent. Ensuite, on a les fonds coopératifs. Ça vous donne,
on va dire, un financement stable. Et ça permet ensuite de convaincre les banques d'amener le complément. Il manque 750 000 € sur les 10 millions déjà engagés par l'ensemble des partenaires financiers, dont 3 banques. 92% du financement est validé. Ce soir, c'est la décision de la dernière banque qui pourrait tout faire basculer vers le haut et la création d'une SCOP, comme ils l'ont imaginé les 50 futurs coopérateurs. J'ai pas réfléchi à l'argent en fait. Ma vie professionnelle, c'est avancer, c'est être avec des amis, c'est plus être dirigé par des gens qui nous dirigent mal. Là, on va être dirigé par nous-mêmes, c'est nous qui allons avancer. Et ça m'a donné, ça me donne des forces pour avancer, quoi. Des forces pour convaincre sa banque. Il a fait un crédit de 7 750 €, un véritable engagement humain, économique et citoyen pour sauver ce qu'il appelle leur industrie. Un mot de sport, on en sait plus sur la faute grave qui aurait motivé le licenciement de Pascal Duprat, l'entraîneur d'Évian Thonon-Gaillard. L'actuel actionnaire majoritaire lui reprocherait d'avoir imité la signature de l'ex-président Joël Lopez lors de contrats. Info ou intox, la lettre recommandée de licenciement est en route. L'affaire risque de se régler devant les tribunaux. Invité du Journal des Alpes, ce soir, le lieutenant-colonel Laurent Catelin. Bonsoir, lieutenant. Bonsoir. Alors, à l'heure de la retraite, vous sortez un livre sur un événement qui a bouleversé votre vie. Amputé docteur, c'est son titre, on va comprendre pourquoi, aux éditions Mélibé. C'était le 4 août 2011, l'affaire part du 4 août 2011 en Afghanistan. Vous êtes à bord d'un blindé dans la vallée de la Kapisa et tout à coup, une explosion. Une terrible explosion, oui, 40 kilos d'explosifs sous le véhicule à 23h09, avant d'être évacué sanitaire sur Kaboul, 2 heures après, quasiment en état de mort clinique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez isolé de tout, il a fallu intervenir d'urgence. Comment ça s'est passé? Un secours s'est organisé? Un secours s'est organisé tout de suite, hein. On a quand même on respecte des règles. Donc dans les 10 minutes, on avait des avions américains sur notre tête pour assurer une bulle de sécurité. 1 heure après, on avait le premier médecin, mais j'avais 4 garrots déjà de posés sur mes 2 jambes, hein, c'est les 2 jambes qui ont été atteintes. Et il a fallu encore 1 heure pour avoir un hélicoptère et me transférer sur Kaboul. Et ensuite, un avion stratégique, une Stratevac, m'a évacué sur Percy à Paris. Alors, vous apparteniez à la 27e brigade d'infanterie de montagne, basée à Vars en Isère. Oui. Comment ont réagi les hommes de la compagnie à ce moment-là, qui étaient avec vous? Alors j'ai été en fait secouru par des légionnaires parce qu'on faisait une transition entre 2 bases et donc j'étais dans un VAP de légionnaires et ce sont eux qui se sont occupés de tout et qui ont fait les gestes de premier secours et qui m'ont sauvé la vie. S'ils ne l'avaient pas fait, je serais mort, je perdais mon sang, j'avais perdu plus de la moitié de mon sang. Une fois à l'hôpital, vous espérez qu'on ne vous ampute pas, vous faites tout pour ne pas être amputé et finalement, vous supplierez le médecin de le faire? Oui, je me suis battu en fait 30 mois avec mon chirurgien à Percy, 30 mois d'opération sur opération, greffe d'os sur greffe d'os, mais en fait j'avais des germes qui mangeaient les os au fur et à mesure. Et amputé docteur, ça a été les 2 mots les plus difficiles à dire, et paradoxalement, c'est les 2 mots qui m'ont sauvé la vie, qui m'ont délivré d'un mal fou et d'un emploi sédentaire où mon rayon d'action ne dépassait pas 400 mètres. Alors, s'en est suivi bien sûr un long combat pour survivre d'abord et puis pour vivre avec un handicap, ce que vous faites aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir le coup dans cette épreuve? Ce qui m'a aidé, c'est d'abord bien sûr mon entourage proche, hein, ma famille, mon épouse, puis tous mes amis militaires, hein, forcément, qui sont venus en permanence à l'hôpital me soutenir. Et puis je pense que c'est notre entraînement, notre entraînement montagne en particulier, qui nous donne une force morale particulière et qui nous permet de passer ces difficultés, je dirais pas sans problème, mais plus facilement peut-être que d'autres. Et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un livre? Alors, au départ, j'étais très en colère, faut imaginer, hein, j'étais chef du groupement commando et je ne me retrouve plus rien. Donc j'ai noirci des pages blanches pour évacuer mes colères, mon stress. Et puis j'ai laissé tomber pendant plusieurs mois et puis quand je me suis fait amputer, j'avais du temps de libre, j'étais condamné, donc j'ai repris mes notes. Et puis sur les conseils ou les sollicitations des uns et des autres, j'ai dit bon tiens, effectivement, je vais peut-être témoigner et voilà, j'ai écrit.
Et le livre sort bientôt, Amputé docteur aux éditions Mélibé. Il sort cette semaine, je crois. Merci, lieutenant-colonel, ou dans les jours qui viennent. Voilà. Merci pour ce témoignage. D'un uniforme à l'autre, la reconversion d'un gendarme du PGHM après 15 années au service du secours en montagne. Le colonel Blaise Agristi tourne la page et entame une nouvelle carrière. À 44 ans, ce montagnard hors pair a ouvert les portes de l'entreprise iséroise Petzl, spécialisée dans le matériel d'escalade. Françoise Gay, Vincent Abran. Les deux hommes se connaissent depuis 10 ans et s'apprécient. Au 1er janvier 2016, après une formation de 5 mois, Blaise Agresti deviendra donc le bras droit de Paul Petzl en occupant le poste de directeur commercial Monde. Sa mission, animer le réseau de distribution de cette entreprise qui exporte 80% de sa production à l'étranger. J'ai beaucoup à apprendre, très clairement. Je pense qu'il faut être très modeste pour l'instant et puis voir comment fonctionnent les équipes qui sont quand même expérimentées et voir qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à mon niveau, à un moment donné, pour donner une impulsion, une énergie, fédérer les équipes, amener aussi mon expérience particulière de notre univers. J'espère qu'on va arriver à construire une dynamique, mais je suis assez confiant. Ce que j'ai senti tout de suite chez Blaise, c'est son sens de la relation à l'autre et son ouverture d'esprit. Et avec toute son expérience et tout ce qu'il a monté, tout son parcours dans le secours, en tant que guide également, il était naturellement une personne qui m'intéressait forcément. À 44 ans, le colonel Agresti quitte donc la gendarmerie où il a effectué un parcours sans faute. De 1998 à 2002, il dirige les secours dans le massif du Mont-Blanc à la tête du PGHM de Chamonix. Vous avez vu la météo, les seuls moyens engagés, c'est les moyens lourds, marteau-piqueur pour casser la glace, etc. En 2005, puis en 2010, il revient à Chamonix pour commander le CNISAG, le centre de formation des secouristes des PGHM. Cette année, on recrute 6 guides et aspirants guides, donc c'est beaucoup. Donc ça, c'est recrutement direct, c'est des montagnards, et on les transforme en gendarmes. Guide de haute montagne, auteur d'un livre sur le secours, conseiller technique montagne pour la gendarmerie nationale, le nouveau directeur commercial de Petzl s'offre donc une nouvelle carrière dans le monde civil. La gendarmerie est une très belle institution et je ne la quitte pas du tout en colère ou parce que j'ai une lassitude ou une fatigue par rapport à ce métier. C'est un très beau métier. Non, mais c'est quand même, moi je le retiens comme une grande opportunité, une chance. Vraiment, c'est une belle chance qui m'est offerte. On ne vous dira plus mon colonel? Non, on ne dira plus mon colonel, ça sera Blaise, tout simplement. Voilà. Appelez-moi Blaise. En Savoie, le lac d'Aiguebelette s'apprête à recevoir les championnats du monde d'aviron du 30 août au 6 septembre prochain. Alors qu'un collectif d'associations s'oppose toujours à l'installation d'équipements fixes prévus pour ce mondial, le plan d'eau vient d'être classé réserve naturelle régionale. Conséquence avec Xavier Schmitt et Didier Albrand. Une eau couleur d'émeraude dans un écrin de montagne, le lac d'Aiguebelette. C'est le berceau et le lieu de travail d'Albert. Il innove cette saison. Il affrète un bateau électrique pour promener les touristes et leur faire découvrir la vie du lac et ses beautés. J'explique la faune, la flore, la vie de nos ancêtres aussi, qui ont vécu au bord du lac, et un petit peu des choses que j'ai vécues moi-même. Protéger le site et maintenir les activités touristiques et sportives. C'est la garantie que veut donner le label Réserve naturelle régionale. C'est l'aboutissement de 40 ans de travail avec nombre de réglementations et d'efforts de conciliation. Car le lac appartient à 2 propriétaires et il compte 300 riverains. La gestion est déléguée à la communauté de communes. Le classement réserve va permettre de trouver des moyens pour continuer tout ce travail, l'améliorer puisque tout n'est pas encore suffisamment préservé. Il y a un gros travail de sensibilisation à mener auprès que ce soit des habitants, des visiteurs, des touristes. Mais la tranquillité du lac est troublée par un litige sur l'organisation des championnats du monde d'aviron le 30 août prochain. Les associations de protection de la nature se battent devant la justice pour réduire l'incidence environnementale des infrastructures. On n'est pas contre l'aviron, c'est une évidence, hein, c'est un très beau sport qui ne demande qu'à être encouragé, mais on est contre des installations à demeure fixes. Et ça, la FISA, la Fédération internationale des sports d'aviron, ferait bien de nous entendre. Le label Réserve naturelle régionale s'accompagnera d'une étude d'impact du tourisme sur le lac d'Aiguebelette, le 3e lac naturel de France.
Et vous allez faire la connaissance d'un as de la pizza maintenant. Il s'appelle Laurent Raimondo et il a décroché la 11e place devant plus de 600 concurrents au championnat du monde des pizzaiolos qui s'est déroulé en mai à Parme, en Italie. Claudine Longhi-Bernard et Frédéric Pasquette l'ont rencontré dans son restaurant à Lépine-le-Lac, en Savoie. Toujours de la farine de blé dur. C'est une petite semoule très fine qui va aider en fait à faire glisser la pâte sur le granit, sur le marbre. Le plus important, c'est d'avoir une croûte régulière. Déjà, l'étaler à la main, c'est 100% de la réussite de la pâte à pizza. Il faut éviter en fait de tasser le maximum la pâte. Il faut la caresser, comme une dame, comme une femme. Après, niveau ingrédients, il faut avoir le maximum de produits frais. Pour Laurent Raimondo, pas de doute, la pizza est un art qu'il cultive depuis près de 15 ans. Autodidacte en cuisine, il a délaissé le bâtiment pour vivre sa passion jusque dans les concours nationaux et internationaux. En décrochant la 11e place sur 680 concurrents au championnat du monde des pizzaiolos 2015 à Parme en mai dernier, il a visiblement séduit le jury avec sa nouvelle création. Alors ma pizza, celle qui a fini 11e mondiale, c'est une pizza classique avec une base de crème d'artichaut, aubergines frites, farce au parmesan en deuxième cuisson et fin cuisson, roquette, oignon rouge, gouttes de poivron. Originaire d'Aix-en-Provence, c'est à Monaco puis à Menton que Laurent a fait sa place dans le monde de la pizza avant de reprendre un restaurant sur les bords du lac d'Aiguebelette à Lépin-le-Lac. Et ses pizzas ont déjà des adeptes. Craquante. C'est très bon. La pâte est vraiment succulente et légère et fine comme on les aime, quoi. Pour le pizzaiolo, les concours, c'est une façon de se remettre en question pour évoluer dans la pratique de son métier. C'est aussi un plus pour son restaurant. Son chiffre d'affaires a augmenté de près de 15% depuis l'année dernière. Laurent est venu s'installer en Savoie avec sa femme, Cecilia, sa fille, Chiara, et son fils, Augusto. Chez les Raimondo, on travaille en famille. Et visiblement, la relève est assurée. Jazz à Vienne. Après un week-end de très Nouvelle-Orléans, berceau du jazz, Lorient s'est invité hier soir au Théâtre Antique avec un joli métissage entre Natacha Atlas, la chanteuse égyptienne, et le trompettiste franco-libanais Ibrahim Malouf. Damien Borelli, Franck Serroni et Gilles Coutable. Weight of winter, chill of death, silence invading, overflowing thoughts. Des racines orientales communes, un goût partagé pour les métissages musicaux. Leurs routes se sont croisées à Istanbul il y a 3 ans. Natacha Atlas et Ibrahim Malouf se sont alors promis de travailler ensemble. Dans le passé, la chanteuse anglo-égyptienne a emmené le chant arabe vers la pop ou l'électro. Avec ce projet, baptisé Myriad Road, elle s'ouvre enfin au jazz et à l'anglais. Je n'ai jamais autant chanté en anglais que dans ce projet. Et Dieu sait combien de groupes ont tenté de me convaincre auparavant. Ibrahim, lui, m'a convaincu surtout. Il a réussi à m'emmener vers le jazz. Ensemble, on a construit un voyage, un rapprochement entre nos deux mondes, l'Orient et l'Occident. Rapprochement between the Orient and the Occidental world, I think. Pour Ibrahim Malouf, nourri lui aussi d'influences multiples, cette rencontre naturelle marque aussi un retour aux sources, à ses racines libanaises. La culture arabe, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas une culture qui est traditionnaliste. C'est une culture qui se mélange et qui se fond très facilement aux différentes cultures alentours. Et que ce soit dans la langue, comme dans la musique, comme dans tout en fait, la culture arabe peut tout à fait cohabiter avec le jazz. Hier soir, le duo a invité sur la scène du Théâtre Antique un jeune tromboniste viennois, Robinson Coury. En fait, c'est deux artistes que j'admire énormément. Natacha, je connaissais ses CD d'avant parce que ma mère est chanteuse et Ibrahim Malouf, il a une ascension énorme en France depuis quelques années. Donc quand on est un instrument en cuivre comme moi, on est forcément admiratif de tout ce qu'il fait.
Myriad Road, l'album de Natacha Atlas et Ibrahim Malouf sortira cet automne. Robinson Coury goûtera lui à nouveau au frisson de la grande scène avec son groupe Uptake le 11 juillet pour la soirée de clôture All Night Jazz. Je vous rappelle enfin les deux principales informations de ce journal des Alpes. La canicule prend ses quartiers sur nos 3 départements. Un véritable calvaire pour les ouvriers du bâtiment notamment, qui ont du mal à assumer la cadence sur les chantiers. Et puis le procureur de la République n'a pas retenu le différend personnel évoqué par Yacine Sali, le responsable du meurtre et de l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier en Isère. Le parquet de Paris ouvre une information judiciaire pour assassinat en lien avec une entreprise terroriste. Voilà pour l'information régionale. Dans un instant, l'édition nationale avec Carole Gessler. Excellent.